Et pour ne pas tarder, je cède la parole directement à monsieur le professeur Jdil pour nous parler un petit peu sur les enjeux géopolitiques de l'intelligence artificielle entre levier de puissance, cybersécurité et recomposition de l'ordre mondial. Vraiment, c'est un sujet très intéressant qu'on va suivre avec attentivement. Merci infiniment, monsieur le professeur. Allez-y. Alors, bonjour tout le monde. Donc, avant de commencer, je tiens à souligner que c'est à la fois un honneur et un plaisir de faire partie, bien d'être à côté de ces professeurs émérites. Et sur le fait, je les remercie également pour avoir répondu présent à notre colloque et sur le fait de partager avec nous leur expertise et leur savoir. Alors, notre sujet s'intitule « Les enjeux géopolitiques de l'intelligence artificielle ». Alors, sachant que cette thématique constitue un enjeu sans cesse plus prégnant qui prend place désormais au rang des orientations stratégiques, est une question aussi majeure qui prend place au niveau des agendas nationaux et internationaux à venir. Alors je vais commencer mon introduction avec une formule qui m'a intrigué vraiment, qui était soulevée aussi par notre professeur tout à l'heure. C'est un constat dressé par un auteur, un homme d'État anglais, qui s'appelle Francis Bacon. On disait « Knowledge is power ». Cela signifie que la connaissance, c'est le pouvoir. Alors celui qui détient la connaissance détient le pouvoir. Soulignons que avant 1945, après l'ONU, il y avait ce qu'on appelle l'ASDN, la Société des Nations, où il y avait une course vers l'armement. Par la suite, il y a la course vers l'arme nucléaire. Et finalement, c'est la course à l'IA. Mais la réalité, c'est une course à l'information. C'est pas l'information, c'est la connaissance. Donc celui qui détient la connaissance détient le pouvoir. Soulignons bien, on va adopter un aspect plus bref sur l'aspect historique. Comme vous le savez, en 1914, bien la Première Guerre mondiale, il y avait la guerre mécanisée. La Deuxième Guerre mondiale de 1935-1945, c'est où l'aviation a joué vraiment un rôle vraiment majeur. Et par la suite, il y a ce qu'on appelle la guerre froide, qui était vraiment caractérisée par l'arme atomique. Et la guerre en Ukraine, il y avait des drones kamikazes. Mais le plus dangereux ici, c'est la guerre actuelle, c'est la guerre en Iran, inaugure ce qu'on appelle une guerre avec l'IA. On va mentionner un exemple qui va illustrer vraiment cette importance. Comme vous voyez ici, ou bien on va marquer l'importance de la cybersécurité, tout ce qui s'agit vraiment de l'infiltration dans les systèmes de sécurité. Comme vous voyez ici, il y a des équipes de renseignement qui essaient d'analyser des enregistrements qui nécessitent aussi des hommes sur le terrain, et c'est coûteux, vraiment. Mais par contre, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les plus fameux drones utilisés dans la guerre actuelle, c'est Anthropic. Il y a la société Palantir, et le plus dangereux aussi, c'est Anduril. Pourquoi ils sont dangereux? Parce que avant, ces équipes de renseignement, pour analyser des signaux faibles, donc il faut du temps, il faut des heures, parfois des jours. Mais aujourd'hui, avec ces drones-là, donc ils donnent 20 secondes, ils analysent dans 20 secondes, ils donnent à l'être humain de réagir dans ces 20 secondes. Sinon, il va décider tout seul. Alors, il y a les cybersécurités opèrent une disruption comparable, ça veut dire voire supérieure sur les dynamiques géopolitiques, économiques et sécuritaires, notamment les rapports de puissance entre États, qu'on appelle la géopolitique, les modèles économiques concernant la productivité et aussi l'innovation et la création. Et finalement, les enjeux de sécurité, cyberattaque et la défense. Donc, en guise de conclusion, l'IA ne se contente pas d'améliorer l'existant, mais elle redéfinit en profondeur les dynamiques internationales. Alors, notre problématique se décline comme suit. Donc, dans quelle mesure l'IA et la cybersécurité reconfigurent-elles les fondements de la puissance
et de l'influence dans les relations internationales, et quelle recomposition induisent-ils pour la hiérarchie de l'ordre mondial? Pour répondre à cette problématique, nous avons adopté un plan de deux parties qui constituent la trame de fond de ce sujet, notamment la première partie qui s'intéresse davantage à l'IA, la cybersécurité comme levier de puissance, ou bien de catalyseur, un instrument d'influence. En deuxième partie qui met en exergue l'adaptation de la grille géopolitique traditionnelle à l'IA. Alors soulignons que ce qu'on appelle la technologie de rupture, bien la dimension stratégique et cybersécuritaire, on va soulever le premier point, c'est la dualité stratégique entre les États et la compétition entre les superpuissances. Ça veut dire qu'elles renforcent simultanément la puissance économique et militaire. On peut dire un levier de soft power, de hard power. Deuxième point, c'est l'avantage asymétrique, ou bien ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'avantage compétitif. Même un État aux ressources modestes peut démultiplier transversal comme capacité. Par exemple, on peut souligner la décentralisation aujourd'hui du savoir. Avant, on revient depuis 500 ans, on peut dire que le fait on dit la puissance occidentale, c'est devenu vraiment naturel. Mais aujourd'hui, il y a l'émergence de beaucoup d'États grâce à la connaissance. Troisièmement, la cybersécurité augmentée, à savoir l'IA redéfinit la cyberconflictualité, automatisation des attaques, détective prédictive, protection des infrastructures critiques, et finalement, ce qu'on appelle la souveraineté numérique. La maîtrise du cyberespace s'impose vraiment comme un attribut fondamental de la souveraineté étatique contemporaine. Ici, on va adopter une approche comparative entre la Chine, ou bien les superpuissances, les États-Unis et la Chine, qui sont les premiers de ce domaine. Concernant les États-Unis, dominent le classement mondial de l'IA en recherche, développement économique et numérique. Notamment, on investit de 500 milliards de dollars, un investissement colossal sur 4 ans. Vous voyez cette somme qui est très significative. Maintenir la suprématie américaine face à la Chine. Concernant le partenariat public-privé, ce qui est vraiment très important, qui constitue vraiment un point fort dans ce domaine, le gouvernement américain ne peut plus maintenir son avance technologique seul. Alors, il faut y avoir de la connaissance, donc il s'appuie donc sur les géants du numérique, à savoir Google, Amazon, Microsoft, etc., en les associant directement au département de la défense. Donc, comme quoi ils travaillent comme on peut dire des conseillers ou bien des centres de réflexion ou bien de think tank. Et finalement, tout ce qui est en relation avec le contrôle, c'est la restriction export microprocesseurs pour freiner la Chine. Donc les États-Unis ont imposé des restrictions sévères sur l'exportation des microprocesseurs les plus avancés, alors sans ces puces, pas d'IA performante. Concernant l'État chinois, elle est en deuxième en IA. Alors la Chine est certes deuxième au classement Stanford, mais elle a déjà dépassé les États-Unis en dépôt de brevets. Alors, il y a un projet de ce qu'on appelle la Chine a un plan d'État clair et financé. Ça veut dire devenir le leader mondial de l'IA dans 4 ans. Concernant la somme inversée, c'est 1500 milliards de dollars. Alors l'IA utilise ce qu'on appelle la théorie, qu'on dit dans les concepts des relations internationales, la théorie de l'eau. Donc l'eau elle est douce, donc elle essaie de s'imprégner, de remplir les vides, doucement. Alors le marché de l'IA que la Chine vise à construire d'ici 2030 est estimé à 1500 milliards de dollars. Cela illustre l'ampleur économique de l'enjeu. Alors l'IA n'est pas seulement une question de militaire, mais c'est un moteur de croissance nationale. Et finalement, le dépôt de brevet, c'est le numéro 1 en IA, de brevet IA. On va mentionner, en fait, il y a ce qu'on appelle les STEM. C'est une étude qui se fait dans chaque État. Les STEM, ça veut dire Science, Technology, Engineering et Mathématiques. Donc finalement, je peux souligner, c'est André Chin, c'est le directeur, bien le vice-président du comité France-Chine. Il disait il a donné un statistique vraiment qui est vraiment
qui est vraiment choquante, et elle disait que ils ont pris le nombre des diplômés dans les STEM aux États-Unis, ils ont rajouté la France, ils ont rajouté le Japon et l'Allemagne, ils l'ont multiplié x2, et bien la somme donnée, c'est le nombre des diplômés en Chine. Vraiment, ça peut marquer vraiment l'approche utilisée par la Chine. Finalement, va souligner la troisième partie, je vais aller plus brièvement. Alors l'IA, la cybersécurité, une nouvelle forme d'influence. Comment il influence l'IA? Alors la guerre, ce qu'on appelle la guerre cognitive. Alors l'IA manipule les esprits à grande échelle. Par exemple, deepfake, des informations, ingérence électorale. Alors l'objectif de gagner la guerre avant de la faire, en agissant sur la perception et non sur le terrain. Et si je vais expliquer un processus, ou bien ce qu'on appelle de la psychologie, qui était dressé, ou bien qu'on s'est dressé par Emile Coué, ce qu'on appelle la suggestion. Donc on essaie tout d'abord de suggérer quelque chose à notre subconscient, avec la répétition jusqu'à le processus, jusqu'à la finalité, c'est l'autosuggestion. Ça veut dire programmer notre cerveau. Donc si entre parenthèses, par exemple, si elle utilise souvent dans les publicités, le fait de vous voir cette publicité à chaque fois, donc il sera programmé dans votre cerveau. Donc vous allez faire un choix et vous allez croire que c'est votre choix, mais c'est non. La réalité, c'est que vous êtes programmé avec la répétition et la suggestion et l'autosuggestion. Alors, deuxièmement, les cyberattaques. Le cyberespace est devenu un champ de bataille à part entière. Alors, les attaques contre les infrastructures critiques, énergétiques, industrielles, on va souligner le fameux virus. En fait, il y a des spécialistes qui disaient qu'il y a une différence entre le Stunex, ou bien virus ou bien ver. Le virus, donc, il faut une interaction. Il faut que, par exemple, je vous envoie un mail ou un message, il faut que vous réagissez, vous donnez accès. Mais le ver, c'est très dangereux, donc il s'infiltre sans demander l'interaction de votre part. Il essaie de bloquer. Troisièmement, la cybercriminalité augmentée. Alors, il y a industrialisé le crime numérique, par exemple l'hameçonnage, le rançon logiciel. Donc, il a été soulevé par le professeur Hajouji, qui était beaucoup plus exhaustif que je ne peux rien y ajouter. C'est un grand spécialiste. Il y a aussi l'enjeu éthique et normatif. Alors, l'IA générative menace les droits fondamentaux, ça veut dire les fausses preuves, usurpation d'identité, il a été mentionné tout à l'heure aussi. Deuxièmement, je passe directement à l'adaptation de l'agri géopolitique traditionnelle à l'intelligence artificielle. Monsieur le modérateur, il me reste combien de temps? 2 minutes. J'ai écoulé 30 ans et je suis généreux du coup que je t'ai ajouté. Merci infiniment. Finalement, la deuxième partie, je vais être très, très bref. Donc, la remise en cause des catégories classiques de la géopolitique, à savoir la souveraineté. Alors, l'IA échappe au contrôle des États car elle circule librement sans frontières. Un État ne peut plus décider seul, ce qui entre au sort dans son espace. On peut souligner que l'IA vraiment a discrédité cette notion de souveraineté qui était par le fameux philosophe Jean Baudin qui disait que la souveraineté est perpétuelle absolue, mais ce constat aujourd'hui c'est un peu encadré. Une force que dans Jean Baudin. Voilà, la définition, c'est la notion de souveraineté. Il disait qu'elle est absolue et qu'elle est perpétuelle. Mais aujourd'hui, elle n'est pas absolue, comme vous voyez. Deuxièmement, il y a le territoire, les frontières. Le cyberespace n'a pas de frontières physiques, qui était soulevé tout à l'heure par le professeur Kepouri. Et troisièmement, la hiérarchie d'acteurs, l'IA concentre le pouvoir entre quelques mains, notamment les GAFAM, bien les multinationales. Alors des acteurs privés qui deviennent des superpuissances, qui négocient avec les États. La deuxième sous-partie, c'est l'émergence des acteurs non étatiques en puissance géopolitique, je vais finir. Les GAFAM, les méga-États, sont des puissances économiques, technologiques. Ils ont une influence déterminante sur la formation de l'opinion publique et aussi le processus démocratique qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il agit sur la perception de l'opinion publique. Il y a le partenariat stratégique avec le gouvernement, comme il fait les États-Unis. Et il échappe au mécanisme classique de contrôle de responsabilité démocratique. Et troisièmement, finalement, dont je ne vais pas
Je ne vais pas revenir sur le contexte juridique qui a été soulevé par le professeur Leblanc et aussi par le professeur Jouji, qui était beaucoup plus exhaustive. Donc je vais résumer. Donc il y a ce qu'on appelle en latin, c'est la lex lata et la lex ferenda. La lex lata, ça veut dire le droit existant, le droit établi, ce qu'on a aujourd'hui. Et la lex ferenda, c'est le droit souhaité ou bien souhaitable. Ça veut dire que les politiques ou bien les experts souhaitent créer. Parce que il y a la lex lata, ce sont des droits souples, bien ce qu'on appelle le soft power, qui ne sont pas contraignantes, mais il faut des cadres juridiques contraignantes avec des obligations et des sanctions. Et finalement, en guise de conclusion, il y a une triple exigence géopolitique, bien stratégique. Ça veut dire élaborer des stratégies de souveraineté numérique intégrant la dimension cybersécuritaire. Et le volet normatif, c'est développer des cadres éthiques et juridiques robustes. Et finalement, on met l'accent sur le rôle des institutions, mettre en place des organes spécialisés contre la cybercriminalité, augmenter par l'IA une gouvernance numérique véritablement inclusive. Et merci infiniment pour votre attention. Merci, professeur Jdil, sur cette intervention pertinente. Étant donné que tu es un partisan de l'IA, moi je suis un opposant. Moi et monsieur le diplomate. Du coup, que apparemment, l'intelligence artificielle, ça me fait vraiment me revenir à plusieurs années lorsque j'étais enfant, écolier, et lorsque j'utilisais de temps en temps la calculatrice. Mon défunt père me disait que cette calculatrice va retarder l'intelligence, c'est-à-dire le calcul mental. Et apparemment, un autre frère, le frère Kadi, a utilisé, il est nul en maths. Moi, j'étais brillant en maths parce que j'ai pas utilisé la calculatrice. Et ce qui est à faire avec la calculatrice, a à faire actuellement avec l'intelligence artificielle. Du coup, que l'intelligence artificielle, la définition la plus véhiculée dans le monde, c'est qu'elle est au service de l'être humain, à l'intelligence humaine. Et comment un service qui est servi à l'être humain va devenir un catalyseur? Au contraire, il va freiner son intelligence et non pas améliorer davantage, parce qu'on va tout décider avec l'IA. Et on parle de l'intelligence artificielle, et on est de l'intelligence émotionnelle, IE. On parle toujours de IA, et on est. Est-ce qu'un robot peut donner l'amour et le bien-être s'il allait un petit enfant? Est-ce que ce robot de même, est-ce qu'il peut, par exemple, comprendre l'enfant? Est-ce qu'il va échanger? Parce que l'allaitement, c'est pas donner la nourriture, c'est des sentiments, c'est la sécurité, c'est les besoins physiologiques. Moi, je crois que c'est un projet nul d'instaurer l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on utilise mal les mots, parce qu'il y a transition numérique et transformation. Transformation, c'est plus profond que transition. On est dans la transition et non pas dans la transformation. Parce que même dans les lieux académiques, il y a un amalgame d'usage de ces concepts. Je parle parce que la transition, التحول الرقمي ماشي هو الانتقال الرقمي. والوزاره كان في الاول داروا التحول الرقمي في فرنسا، ومن بعد داروا كل خطا وداروا الانتقال الرقمي. Même la Chine, qui est actuellement la plus développée en IA, on ne peut pas parler d'une transformation digitale au numérique. On parle d'une transition. Lorsqu'on va devenir à 100% usage IA, à ce moment, on parle d'une transformation pour faire une rupture et une coupure épistémologique avec la transition numérique. Et merci, j'ai bien adoré la façon avec laquelle tu as expliqué la géopolitique. Et d'ailleurs, l'avenir, c'est pas l'IA, l'avenir, c'est autre chose plus que l'IA. Et merci.